Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, on a vu que Mendeleïev avait construit son tableau en regroupant les éléments par propriétés chimiques communes. Et il avait remarqué que ces propriétés se répétaient à intervalles de masse réguliers. Et je vous conseille d'aller voir cette vidéo, le lien est là-haut et en description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Mais il ne savait pas pourquoi les éléments s'organisaient ainsi. Pour ça, il faudra attendre la découverte de l'électron par Joseph Thomson en 1897 et surtout les principes de la physique quantique dans les années 1910-1920. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire de la physique quantique, mais bien sur les principes théoriques qui établissent le tableau périodique. Et je m'excuse d'avance auprès de tous les spécialistes de la physique quantique qui me regarderaient par hasard. Si mes explications ou analogies sont un peu trop approximatives, la physique quantique, c'est pas le domaine le plus simple à vulgariser. Bref, commençons par la base. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, le mot atome vient du grec atomos, qui signifie qu'il ne peut être coupé. Mais cela n'est valable que pour les réactions chimiques. Si on parvient à déployer une énergie plus importante, on déclenche alors des réactions nucléaires qui, elles, peuvent casser un atome. Et à l'intérieur de cet atome, on trouve un noyau composé de neutrons et de protons entouré d'un nuage d'électrons. Ce qui va définir la nature de l'atome, c'est le nombre de protons que contient son noyau. Un atome avec un seul proton, c'est un noyau d'hydrogène. Avec 6, celui du carbone, avec 26, celui du fer, etc., etc. Ces protons ont une charge électrique positive. Si ces protons étaient seuls, la force électromagnétique suffirait à ce qu'ils se repoussent sans se combiner. Mais dans le noyau, il y a aussi des neutrons. Ces neutrons, avec une charge électrique neutre, vont se combiner avec les protons pour former des noyaux, grâce à la force nucléaire forte qui devient suffisante pour contrebalancer la force électromagnétique. Le nombre de neutrons ne modifie pas les propriétés chimiques de l'élément. Si on ajoute un neutron à un élément, cela reste le même élément. On parle alors d'isotope. Un cas très connu est le carbone. De base, il possède 6 protons et 6 neutrons, c'est ce qu'on appelle le carbone 12, qui est l'isotope le plus répandu. Mais il peut avoir 7 neutrons avec le carbone 13 ou 8, c'est ce qu'on appelle le carbone 14. Les isotopes ont tous les mêmes propriétés chimiques, mais avec des neutrons en plus ou en moins. Certains sont stables, c'est-à-dire qu'ils gardent leur configuration, mais d'autres sont instables, comme le carbone 14, où un neutron va finir par se transformer en proton pour former de l'azote 14, parfaitement stable. En résumé, un élément est défini par son nombre de protons. C'est ce qu'on appelle le nombre atomique. Les isotopes, ce sont des variations du nombre de neutrons, mais toujours avec le même nombre de protons. La masse atomique, c'est le nombre total de nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Protons et neutrons ont une masse quasiment équivalente, alors que les électrons, 1000 fois plus légers, sont négligeables. Au XIXe siècle, la masse atomique d'un élément était établie comme la masse relative à l'hydrogène. Par exemple, le carbone était 12 fois plus lourd que l'hydrogène, ce qui est parfaitement cohérent avec la version actuelle, car l'hydrogène possède un seul nucléon, un proton, donc une masse atomique égale à 1, tandis que le carbone, avec ses 6 protons et 6 neutrons, a une masse atomique de 12. Sauf que pour un élément donné, il y a plusieurs isotopes possibles. Et vu qu'ils ont tous le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent, ils n'ont pas la même masse. En chimie, on va prendre la moyenne des masses des isotopes selon leur répartition naturelle. Lorsqu'un des isotopes est dominant par rapport aux autres, on ne va pas percevoir de différence avec une masse atomique entière. Le carbone est par exemple composé à 98,93% de l'isotope 12, 1,07% de l'isotope 13 et des traces de carbone 14, ce qui donne une moyenne de 12,01 qu'on arrondit en général à 12. Mais d'autres éléments ont une plus grande variété d'isotopes. Si on reprend le tellure, on a 33,8% de tellure 130, 31,7% de 128, 19% de 126, etc., etc. Et tous ces isotopes sont stables ou presque. On retrouve donc une masse atomique moyenne de 127,6. Son voisin, l'iode, est composé essentiellement de l'isotope 127, mais avec des traces de 123, 125, 129 et 131, ce qui donne une moyenne de 126,9. Cela explique pourquoi les masses atomiques ne sont pas suffisamment pertinentes pour classer les éléments, en particulier les éléments lourds, et donc pourquoi Newlands et Mendeleïev ont eu raison de se concentrer sur les propriétés chimiques. Mais qu'est-ce qui détermine ces propriétés chimiques? Et pourquoi sont-elles périodiques? Un peu de patience.
il va falloir faire un long détour qui va peut-être vous sembler hors sujet, mais qui va se révéler fondamental. On l'a dit, un élément est défini par le nombre de protons de son noyau. Des protons qui ont une charge électrique positive. Les neutrons étant neutres, le noyau a une charge électrique positive égale au nombre de protons. Il attire donc des particules négatives, suffisamment pour équilibrer les charges et que l'atome devienne neutre. Ces particules, ce sont évidemment les électrons. Comme l'électron et le proton ont exactement la même charge mais opposée, le noyau attire autant d'électrons qu'il y a de protons. Par conséquent, le nombre d'électrons est directement lié au nombre de protons, et donc à la nature de l'élément. Bref, nous avions laissé le noyau nu comme un verre. Il est temps d'entourer notre noyau de ses électrons. Mais pas n'importe comment. Il y a des endroits bien précis à respecter. Par contre, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors on va essayer de rester soft. Les électrons se répartissent en 7 couches à l'état fondamental, c'est-à-dire lorsque l'atome est au repos dans son état de plus basse énergie. On numérote ces couches avec le nombre quantique principal, de 1 à 7. Chacune de ces couches est scindée en sous-couches, qu'on note avec leur nombre quantique secondaire ou azimutal, ou de manière plus pratique en utilisant des lettres. À l'état fondamental, on distingue 4 sous-couches qu'on note S, P, D et F. Au-delà, on utilise les lettres G, H, I, K, etc. Et attention, chaque couche possède un nombre différent de sous-couches. La première couche n'en comporte qu'une seule, la deuxième 2 sous-couches, la troisième en a 3, etc. Et si vous pensiez que ça s'arrêtait là, que nenni mon ami, c'est pas fini. Chacune de ces sous-couches est divisée en orbitales, et chaque sous-couche n'a pas le même nombre d'orbitales. De la plus basse S jusqu'à F, elles ont respectivement 1, 3, 5 et 7 orbitales qu'on note suivant le nombre quantique magnétique. Et enfin, chacune de ces orbitales possède 2 sous-orbitales, 2 places disponibles pour un électron, qu'on note avec le nombre quantique magnétique de spin. Selon le principe d'exclusion de Pauli, 2 électrons ne peuvent se trouver dans le même état quantique, c'est-à-dire dans la même position. Un seul et unique électron par position possible, et là c'est terminé. Et il avait dit qu'on resterait soft. Si vous n'avez pas tout compris, sachez que je vous comprends. Mais on va essayer d'utiliser une petite analogie, qui, comme toute analogie en physique quantique, est très éloignée de la réalité, va bien nous aider. Imaginons un hôtel, designé par un architecte un peu bizarre, afin de loger les électrons, l'Atom Hotel. On a une seule entrée avec la réception, puis un long couloir d'où partent des couloirs secondaires en arc de cercle, de plus en plus éloignés de la réception, et qui se terminent tous par un cul-de-sac. Le premier couloir possède une seule suite, numérotée 1S, dotée d'une unique chambre de 2 lits. Dans le deuxième couloir, on retrouve à nouveau une suite avec une chambre unique, la 2S, mais un peu plus loin, on retrouve la suite familiale, la 2P, avec cette fois 3 chambres. Dans le troisième couloir, on retrouve les suites 3S et 3P avec la même configuration, mais on ajoute une suite premium à 5 chambres, la 3D. Puis vient le quatrième couloir avec les suites 4S, 4P et 4D, ainsi que la suite Deluxe à 7 chambres, la 4F et ainsi de suite dans les couloirs suivants. Dans cet Atom Hotel, toutes les chambres ont 2 lits individuels. De toute façon, les électrons ne sont pas très sociaux. Ils se ressemblent tous, ils ont les mêmes passions, ils ont tous le même avis sur tout. Donc bon, quand ils discutent, ils ont vite fait le tour. Bref, c'est bien pratique pour les loger. Mais ils ne vont certainement pas choisir leur lit au hasard. Ils vont choisir celui qui nécessite le moins d'énergie possible pour y aller. Prenons l'Atom Hotel construit pour l'hydrogène. Cet élément est celui qui possède un unique proton. Il peut donc loger un électron pour équilibrer sa charge, qui va aller se placer dans une chambre de la suite 1S. L'hélium, lui, possède 2 protons, donc 2 électrons. Par conséquent, son deuxième électron va se loger dans la même chambre que le premier, dans la suite 1S. À partir de là, il n'y a plus de place disponible dans le premier couloir. Tous les hôtels suivants, enfin je veux dire les éléments suivants, rempliront également ce premier couloir. Au repos, l'hydrogène et l'hélium sont par contre les seuls à ne pas loger d'électrons dans d'autres couloirs. Par conséquent, on va les placer dans un coin et on passe au suivant. Le lithium, avec ses 3 protons, possède donc 3 électrons. Les 2 premiers vont se placer en 1S comme on l'a dit, tandis que le dernier va prendre une chambre en 2S. Suit le beryllium avec ses 4 électrons, 2 en 1S, 2 en 2S, arrive le bore avec 5 électrons.
Après avoir rempli les sous-couches 1s et 2s, le dernier de ces électrons va se placer dans la suite la plus proche, c'est-à-dire la 2p qui possède 6 lits. Les atomes hôtels du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fluor et du néon vont également y loger leurs derniers électrons. Nous avons cette fois rempli la deuxième couche, donc on peut les aligner et pour rester logique, on va les mettre dans l'ordre du nombre d'électrons. Désormais, on va pouvoir passer au 11e élément, le sodium. 11e élément, donc 11 protons, donc 11 électrons, avec 10 répartis dans la première et la deuxième couche, et le 11e qui va rejoindre sa chambre en 3s, la plus proche avec une place libre. Puis vient le magnésium, qui remplit cette sous-couche 3s, puis l'aluminium, qui place son 13e électron en 3p, puis le silicium, le phosphore, etc., jusqu'à l'argon, qui remplit entièrement la sous-couche 3p. On arrive alors à l'atome hôtel du potassium, qui possède un 19e électron à loger. Il y a un lit disponible dans la suite 3D, tout au bout du couloir 3. Sauf que c'est très loin. La suite 4S, elle, est un peu plus près, donc c'est un peu moins fatigant. Donc ce 19e électron va aller en 4S plutôt qu'en 3D. Attendez, ça veut dire qu'à partir du potassium, il y a des électrons qui vont aller se loger dans la couche 4. Donc les éléments dont on a parlé avant, du sodium jusqu'à l'argon, sont les seuls à avoir des électrons dans la troisième couche, mais pas dans la quatrième. On va les mettre ensemble de la même façon que les autres. Vous avez remarqué? Quand on les compare à la ligne au-dessus, il y a une correspondance avec les sous-couches. Ceux dont le dernier électron est seul en 3s est en dessous de celui dont le dernier électron est seul en 2s. Celui qui a 4 électrons en 3p est en dessous de celui qui a 4 électrons en 2p, etc. C'est bien foutu quand même. Reprenons, le potassium a 1 électron en 4s. Idem pour le suivant, le calcium. Arrive alors le scandium et son 21e électron. Et lui aussi, il a une hésitation. D'un côté, il peut suivre ses petits camarades dans le quatrième couloir, en rejoignant la suite 4p. De l'autre côté, il y a encore de la place en 3D. Après réflexion, ou plutôt calcul à la règle nano-énergétique, la suite 3D est un tout petit peu plus proche. Il va donc aller s'installer dans cette suite, idem pour les électrons des atomes hôtels suivants jusqu'au zinc. Ça pose un petit souci à notre classement là. Pour le potassium et le calcium, on peut les placer sous les autres, dans les deux premières colonnes, vu que leurs derniers électrons sont venus se loger dans la sous-couche S. Mais le scandium, il a des électrons sur la quatrième couche, en 4s, donc il va devoir aller sur la quatrième ligne. Mais il n'y a pas d'électrons en 4p, donc ce ne serait pas logique de le placer sous les autres. En fait, personne avant lui n'avait placé d'électrons sur une sous-couche D. Il a donc un statut à part. On va lui faire un peu de place sur le tableau en restant logique. On va garder l'ordre de remplissage en écartant le tableau. D'un côté, les deux premières colonnes, avec les éléments dont les derniers électrons vont se loger dans les suites S. De l'autre, ceux dont les derniers électrons vont se placer dans les suites P, ce qui laisse de la place pour ceux qui vont les loger dans une sous-couche D. Je pense que vous voyez où ça nous mène. Mais continuons encore un peu. Après le zinc qui remplit la sous-couche 3D, on retrouve le gallium et ses 31 électrons. Et ce 31e, il va aller à la chambre libre la moins énergétique possible pour lui, la 4p, et on retrouve un classement bien connu jusqu'au krypton et ses 36 électrons. Pour l'élément suivant, le rubidium rebelote. Son 37e électron va préférer aller en 5s, tout comme le suivant, le strontium, plutôt qu'en 4d. Vous connaissez la musique pour l'yttrium, qui va placer son 39e électron en 4d, etc. jusqu'au cadmium. Et là, l'indium possède un 49e électron, qui a le choix entre aller en 4f ou aller en 5p. Et logiquement, si vous avez suivi, il va préférer aller en 5p, ce qui est également le cas jusqu'au xénon. Arrive alors le césium et son 55e électron. Quelles sont les chambres libres pour lui? Il peut aller en 4f, en 5d ou en 6s, et il va choisir le 6s. Il va donc inaugurer une nouvelle ligne, suivie du barium. Arrive alors l'atome hôtel du lantane, qui doit loger un 57e électron. S'offre à lui trois possibilités. Aller avec ses petits camarades en 6p, mais on a vu que les électrons privilégient le couloir précédent, ce qui indiquerait la suite 5d. Sauf que la suite 4f est tentante parce qu'elle est un tout petit peu plus proche. Et en fait, c'est tellement proche qu'il va préférer aller en 5d alors que le 58e électron du cérium, lui, va aller s'installer en 4f. Ça n'arrange pas nos affaires, ça. On a commencé à remplir la sixième couche, donc on doit rester sur la sixième ligne. Et là, on retrouve un électron en 5d et un autre qui va plutôt aller en 4f. Et aucun autre atome hôtel avant lui n'a de suite F occupée. Eh bien, comme la fois précédente, on va élargir à nouveau notre tableau. Enfin, on va écrire une ligne à part, sinon on n'aura pas la place de tout mettre.
Notre suite 4F se remplit ensuite jusqu'au lutécium, qui possède donc une sous-couche 4F remplie de 14 électrons, plus 1 en 5D et 2 en 6S. Ensuite, le 72e électron de l'hafnium va aller s'installer en 5D, suivi de tous les suivants jusqu'au radon. Arrive ensuite le francium, qui place son 87e électron dans la sous-couche 7S, donnant naissance à une nouvelle ligne de notre classement, qui va ainsi se poursuivre, etc. La répartition des électrons suivant les couches et sous-couches suit ce qu'on appelle la règle de Kleczkowski, qui a ses limites, et pas que pour ma prononciation. Il existe des exceptions, notamment lorsque des sous-couches D et F sont en jeu, certains électrons préférant aller dans un couloir plus bas, quitte à être dans une suite éloignée, car cela donne un état plus stable que celui prédit. Idem pour les ions, c'est-à-dire les atomes à qui on a enlevé ou ajouté des électrons. Sans entrer dans les détails du pourquoi du comment, ce sont souvent les électrons de la couche supérieure qui s'en vont plutôt que les derniers arrivés, qui restent donc sur une sous-couche plus énergétique. Bref, revenons à notre rangement et... Oui, c'est le tableau périodique des éléments. On y est arrivé. On a fini le long détour, on a créé le tableau à partir de la répartition des électrons dans l'atome. Bon, on a juste à déplacer l'hélium, car celui-ci a ses dernières couches remplies, comme ceux de la dernière colonne. On retrouve dans ce tableau des blocs. Le bloc S, de ceux qui ont leur dernier électron dans une sous-couche S, le bloc P, le bloc D, le bloc F, etc. Sauf qu'il nous manque encore quelque chose pour relier le tableau que l'on vient de créer aux travaux de Mendeleïev. Pour lui, tous les éléments d'une colonne partagent les mêmes propriétés chimiques, notamment leur valence, le nombre de liaisons qu'ils peuvent créer. Et on a retrouvé ce classement en rangeant les électrons suivant les lois de la physique quantique. Alors comment ce rangement particulier des électrons se traduit-il de manière observable pour un chimiste du 19e siècle? Jusqu'ici, on a parlé d'éléments chimiques, des atomes purs, mais ces éléments peuvent se lier pour former des molécules. Par exemple, la molécule d'eau, H2O, est formée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Mais ces liaisons ne se forment pas n'importe comment. Je ne vais ici parler que des liaisons dites covalentes et laisser de côté d'autres types de liaisons comme les liaisons ioniques ou métalliques qui n'ont pas d'intérêt pour nous aujourd'hui. Une liaison covalente, c'est lorsque deux électrons sont partagés entre deux atomes. Pour être plus précis, il y a un chevauchement de deux orbitales, dans lequel chaque électron partagé va occuper une des deux sous-orbitales. Ces liaisons vont se créer jusqu'à pouvoir remplir toutes leurs dernières couches. Pour essayer de mieux conceptualiser tout ça, reprenons notre atomotèle. Lorsque les électrons ont choisi leur suite, leur sous-couche, ils vont avoir tendance à choisir une chambre libre plutôt qu'une déjà occupée dans la suite. C'est un peu plus complexe que ça en réalité, ils peuvent changer de chambre à l'intérieur d'une suite, etc. C'est un peu la limite de l'analogie, mais pour rester simple, on va dire qu'ils préfèrent quand même une chambre seule et ensuite ils tolèrent un compagnon. Notre atomotèle veut optimiser son occupation. Laisser une suite fermée, ça lui fait moins de travail. Mais laisser un lit ou une chambre vide, ce n'est pas génial pour les revenus. Donc, quand deux atomotèles ont des lits inoccupés dans des suites, et comme ils essayent de garder le même nombre d'électrons afin de compenser leurs protons, ils décident de créer des chambres quantiques communes. Prenons par exemple notre atome de carbone et ses 6 électrons. Deux d'entre eux sont en 1s et deux autres en 2s. Restent deux électrons qui vont aller se placer dans la suite 2D. Cette suite possède 3 chambres, donc 6 lits. Il y a donc 4 lits vides dans la suite. Il peut donc créer 4 liaisons en récupérant des électrons provenant d'un ou plusieurs autres atomes. Une chambre commune sera alors occupée par 2 électrons venant d'un seul des deux hôtels afin de l'optimiser. Bon, là encore, version hyper simplifiée de la réalité où parfois on peut vider des suites, etc. et je vous parle même pas des ions, bref. En réalité, le but d'un atome est d'avoir la dernière couche la plus remplie possible. Pour ça, il peut soit remplir les trous comme le carbone, soit au contraire vider ses électrons supérieurs afin de minimiser les coûts d'occupation d'un couloir en fin d'une couche. Par exemple, le magnésium va avoir tendance à partager ses deux électrons en 3s pour former deux liaisons plutôt qu'essayer de remplir sa sous-couche 3p qui est vide. Idem pour le bore qui va partager ses 3 électrons, 2 en 2s et 1 en 2p, et pas choisir de prendre 5 autres locataires partagés. Certains atomes peuvent même faire l'un ou l'autre en fonction de l'atome auquel ils se lient. Sans entrer à nouveau dans les détails, les électrons des liaisons vont avoir tendance à se rapprocher d'un atome plutôt que de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'électronégativité, la tendance qu'a un atome à attirer vers lui la chambre commune, c'est-à-dire les électrons qui forment la liaison avec un autre atome. Je l'ai déjà dit, le nombre de liaisons que peut former un atome est appelé la valence. Cette valence varie entre 0 pour les atomes dont la dernière couche est pleine et qui ne se lient à personne,
jusqu'à 7 pour par exemple le chlore. Pour les éléments avec des sous-couches D et F occupées, ça devient un peu plus compliqué. Il faut prendre en compte la sous-couche qui n'est pas remplie pour calculer leur valence, sachant qu'ils peuvent avoir plusieurs configurations possibles, comme le fer, qui peut former 2 ou 3 liaisons. En résumé, la configuration électronique d'un atome, en particulier sa sous-couche occupée la plus élevée, nous donne le nombre de liaisons qu'il peut former avec d'autres atomes. Et vu que chaque colonne du tableau correspond à la même configuration de la dernière couche, tous les éléments d'une même colonne possèdent la même capacité à former des liaisons, la même valence. Voilà ce que cherchait à comprendre Mendeleïev sans jamais y accéder. Reprenons notre carbone. Avec une valence de 4, il peut former de très nombreux composés, comme du dioxyde de carbone, CO2, où il forme des liaisons doubles avec l'oxygène, ou du méthane, CH4. Dans notre classification, en dessous du carbone, se trouvent le silicium et le germanium. Ces deux éléments possèdent également une valence de 4. Eux aussi existent sous forme de dioxyde de silice, SiO2, ou de dioxyde de germanium, GeO2, ainsi que de silane, SiH4, et de germane, GeH4. Et tous les trois forment également des cristaux de même structure de type diamant. Reste cette histoire de moyenne de masse atomique qui crée des triades et des tétrades. On a vu que la place dans le tableau est déterminée par le nombre d'électrons, lui-même déterminé par le nombre de protons. Et ces protons sont accompagnés de neutrons pour stabiliser le noyau. Mais trop de neutrons et le noyau devient instable, donc ce nombre est toujours limité. Pour passer de la deuxième à la troisième ligne d'une même colonne, il faut ajouter 8 protons, et en général entre 6 et 9 neutrons. Donc la masse atomique, qui est le nombre de protons et de neutrons, augmente entre 14 et 17. Pour passer de la troisième à la quatrième, ou de la quatrième à la cinquième, c'est 18 protons et 22 à 28 neutrons. Donc une masse augmentée de 40 à 46. D'où les liens arithmétiques entre les masses atomiques des éléments d'une même triade qu'avaient observé les chimistes au XIXe siècle, et qui servit de base aux travaux de Mendeleïev. Bref, le chimiste russe et ses contemporains ont observé les masses relatives et les propriétés chimiques des éléments sans comprendre que cela était dû à leur configuration interne qui ne sera découverte que des décennies plus tard. Ils ont donc pu établir ce classement uniquement grâce à des propriétés émergentes, mesurables de l'extérieur. Un cas pas si rare en histoire des sciences. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, merci encore à ceux qui proposent des idées et des questions en commentaire, je les note et ils s'ajoutent à la longue liste de sujets à aborder. Si vous voulez que ça continue, eh bien continuez à me soutenir en faisant connaître cette chaîne, en mettant un petit pouce bleu, en partageant, en commentant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que j'ai un Tipeee pour ceux qui le souhaitent, ça m'aide beaucoup à produire ces vidéos, les liens sont dans la description. Et je vous laisse avec cette citation de Dimitri Mendeleïev. Une théorie n'est pas établie lorsque la première pensée prend forme, ni même lorsque son importance est admise, mais seulement lorsqu'elle a été confirmée par les résultats de l'expérience.